Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Emmanuel Macron au Maroc, une relation stratégique trilatérale entre le Maroc, les États-Unis et la France. Au Conseil de sécurité, la France réitère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Enfin, présidentielle américaine, la course à la Maison-Blanche s'accélère. La visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc s'inscrit dans un cadre d'interaction plus vaste entre les partenariats stratégiques du Maroc avec la France et les États-Unis. Tandis que Rabat renforce ses relations économiques et sécuritaires avec Washington, Paris est confronté à la nécessité de préserver son influence régionale. En effet, Emmanuel Macron démontre une habileté diplomatique en abordant des questions sensibles telles que le conflit artificiel du Sahara marocain, tout en maintenant des liens privilégiés avec l'Afrique du Nord. Cette visite représente pour la France une opportunité de redéfinir ses relations avec le Maroc dans un contexte de réalité géopolitique en mutation afin de garantir un équilibre bénéfique pour les trois partenaires du triangle maroco-américano-français. L'issue de cette visite d'Emmanuel Macron pourrait avoir des répercussions durables tant sur la stratégie régionale du Maroc que sur le positionnement international de la France et des États-Unis en Afrique du Nord. Le conflit artificiel autour du Sahara marocain demeure central dans la diplomatie marocaine alors que Rabat s'efforce d'obtenir une reconnaissance internationale accrue de sa souveraineté sur son Sahara. D'ailleurs, un tournant majeur a eu lieu en 2020 lorsque Washington a reconnu cette souveraineté pleine et entière, renforçant ainsi l'alliance maroco-américaine. La France a quant à elle récemment clarifié sa position en soutenant le plan d'autonomie du Maroc comme solution viable au conflit, affirmant son appui face aux tensions régionales. Cet alignement entre Paris et Washington consolide la position de Rabat sur la scène internationale, tout en contrecarrant l'opposition de l'Algérie et du Front Polisario, et en contribuant à la stabilité et à la diplomatie future dans la région. Par ailleurs, les élections présidentielles et législatives aux États-Unis revêtent une importance capitale dans l'orientation des politiques économiques, étrangères, de sécurité nationale et sociale. Le président des États-Unis fixe les priorités stratégiques du pays, tandis que le Congrès, par son autorité législative, assure un contrepoids qui peut soit soutenir, soit limiter l'action présidentielle. En outre, l'alignement ou la discorde entre la Maison-Blanche et le Congrès influencera ainsi dans les années à venir les politiques nationales et internationales américaines, notamment à travers les commissions du Congrès chargées de la politique étrangère, de la défense et de la coopération économique. The alignment or discord between the White House and Congress will be essential in shaping both domestic and international policies in the years ahead. Pour discuter de ces sujets et faire le point sur ces dossiers, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui depuis Washington DC M. Ilan Berman via Zoom. Ilan Berman est juriste et analyste politique américain ainsi que vice-président d'American Foreign Policy Council où il se consacre aux questions de sécurité régionale au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Russie. Parmi nous également sur le plateau, j'ai le privilège d'être accompagné de M. Mike Van Meter, ancien pilote d'hélicoptère dans la marine américaine et vétéran du FBI où il a servi pendant 20 ans. Aujourd'hui candidat républicain au Congrès pour représenter le 11e district de Virginie, M. Van Meter met son expérience militaire, policière et de thérapie comportementale au service de la lutte contre l'épidémie d'addiction au fentanyl. Sa campagne, une course très disputée, se déroule au sein du Commonwealth de Virginie. Enfin, nous avons également avec nous M. Chris Lapettina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting, stratège politique. Il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors avant d'entamer cette discussion, nous nous tournons vers notre correspondant Jian Mansour pour un reportage exposant la convergence des intérêts entre le Maroc, les États-Unis et la France, ainsi que l'importance cruciale de leur coopération pour l'avenir de la région nord-africaine. Nous vous écoutons, Jian. شكرا يا مارك.
Je vous remercie, Marc. En abordant la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc et dans le contexte d'une convergence d'intérêts avec la France et les États-Unis, la lutte contre le terrorisme se trouve au premier plan. Le Maroc doit en effet faire face aux menaces posées par le groupe Polisario soutenu par l'Algérie, l'Iran et le Hezbollah. La France, quant à elle, se situe à un carrefour délicat entre ses intérêts économiques et sécuritaires en Afrique du Nord, au Sahel et en Afrique subsaharienne, et l'émergence de mouvements qui contestent sa présence dans la région en soutenant certains groupes par procuration, parfois associés à des appels à la violence et au terrorisme. Tandis que les États-Unis ferment quant à la stabilité de la région limitrophe de l'Europe, rejettent toute initiative pouvant compromettre cette sécurité. En effet, la coopération militaire, sécuritaire et de renseignement entre ces trois alliés reste ininterrompue. Cette visite contribue d'ailleurs à renforcer et élargir cette sécurité en abordant de nouveaux défis, comme ceux liés à la cybersécurité, et en concrétisant cette collaboration par des accords bénéfiques à la sécurité des populations de la région. La vision et l'approche marocaine demeurent ainsi au cœur de la lutte contre le terrorisme, non seulement via une approche sécuritaire, mais aussi en s'attaquant aux racines de l'instabilité, la pauvreté, le chômage et les conditions de vie. Cette démarche, portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, façonne la vision africaine et porte aujourd'hui ses fruits, comme le reconnaît la communauté internationale partout dans le monde. Merci, Jeanne. Alors, Chris Lapetina, selon vous, comment le président Macron pourrait-il aborder la question du conflit du Sahara lors de sa visite, et notamment dans le cadre du soutien de la France au plan d'autonomie proposé par le Maroc? Ce soutien est-il suffisant ou des mesures plus ambitieuses seraient-elles nécessaires pour l'avenir? Merci, Marc. Avant tout, cette visite constitue une étape cruciale. Il s'agit non seulement d'un retour à la normale entre la France et le Maroc, qui était attendu depuis longtemps, mais aussi une mise en lumière de cette question au sein de la communauté internationale. Le soutien de la France à la position marocaine dans ce différend est non seulement impératif, mais il envoie également un signal fort aux alliés occidentaux du Maroc, y compris les États-Unis. Ce différend qui préoccupe le Maroc depuis de longues années et trouve son origine en Algérie pourrait enfin être résolu sous l'impulsion de la communauté internationale. En fait, la visite du président Macron au Maroc incarne nous annonce ainsi la perspective d'une résolution durable. C'est tout à fait pertinent. Alors tournons-nous maintenant vers notre invité Ilan Berman d'American Foreign Policy Council. Ilan, le Maroc se rapproche de plus en plus de Washington DC pour renforcer sa sécurité économique et sa coopération militaire. Quelles initiatives le président Macron pourrait-il entreprendre pour éviter une marginalisation de la France dans cette région? Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts? Je pense qu'il est essentiel de comprendre le contexte dans sa dimension la plus large. La France est en retrait en Afrique. Son profil, sa présence et son empreinte se sont nettement réduits en raison de la diminution progressive de sa mission antiterroriste. Bien que la France entretienne des liens historiques profonds avec le continent et souhaite y maintenir son influence, il est manifeste que Paris doit désormais adopter une approche qualitativement différente vis-à-vis de la région. Nous observons d'ailleurs des efforts croissants de la part du gouvernement français pour s'engager avec des acteurs constructifs tels que le Maroc. Car la France n'est plus considérée comme le principal garant de la sécurité en Afrique. Il doit donc se tourner vers des partenaires fiables et le Maroc figure en première ligne. À mesure que la France redéfinit son rôle et son positionnement dans la région, les relations maroco-françaises prennent une importance croissante.
Absolument, Ilan. Comme nous le savons, la présidentielle américaine ainsi que les élections au Congrès auront lieu dans les prochains jours et nous y reviendrons en détail. Alors, quel impact ces élections pourraient-elles avoir sur le positionnement stratégique du Maroc et quel rôle la France pourrait-elle jouer pour assurer la continuité de ces relations trilatérales? Bien que l'avenir reste incertain, il est clair que le prochain président des États-Unis, quel qu'il soit, devra accorder une attention accrue à l'Afrique pour des raisons économiques et stratégiques. La croissance démographique de l'Afrique, l'importance de ses intérêts commerciaux et son rôle central dans la compétition entre les grandes puissances opposant Washington à Pékin et Moscou en font un certain terrain stratégique incontournable. Washington ne peut donc plus se permettre de poursuivre une approche minimaliste envers le continent, comme cela a été le cas par le passé d'ailleurs. Quel que soit le résultat de l'élection, il est probable que nous assisterons à un engagement renforcé des États-Unis en Afrique. Pour la France, cela soulève la question de savoir comment naviguer dans ce contexte marqué à la fois par l'implication accrue des États-Unis et par la présence croissante de la Russie et de la Chine. La France a un rôle à jouer, mais cet environnement devient de plus en plus complexe et compétitif. Cela ne signifie pas pour autant une menace pour le Maroc. Si un second mandat Trump devait se concrétiser, on peut s'attendre à une insistance sur le partage du fardeau et à une pression accrue sur les partenaires européens. Toutefois, cela ne mènera pas nécessairement à un désengagement américain en Afrique ou en Europe. Au contraire, une telle présidence pourrait intensifier l'accent mis sur la compétition stratégique, plaçant le rôle du Maroc au cœur de cette dynamique. De ce fait, la manière dont la France se positionne pour tirer parti de ces évolutions dans un contexte où le rôle du Maroc devient crucial et donc essentiel. Ilan, poursuivons en abordant les tensions historiques entre l'Algérie et le Maroc. Comment la visite d'Emmanuel Macron pourrait-elle répondre aux préoccupations sécuritaires du Maroc face aux menaces croissantes émanant de l'Algérie et du Front Polisario? Je pense que la France a un rôle essentiel à jouer ici. On espère qu'elle adoptera une approche plus constructive. Dans la région, c'est le Maroc qui se distingue en tant qu'acteur constructif, véritablement engagé dans le développement, contrairement à l'Algérie. L'équilibre penche clairement en faveur du Maroc, un engagement accru de la France auprès de Rabat et une acceptation de la situation actuelle dans les territoires du Sud en matière d'autonomie et de fédéralisme revêtent une importance capitale. En effet, ces derniers mois et années, un consensus international s'est formé autour de la gestion marocaine du Sahara, considérée d'ailleurs comme une solution viable et exemplaire. Cela constitue un enjeu de première importance pour le Royaume du Maroc, tout en étant préjudiciable aux intérêts de l'Algérie. La France, en mettant son poids géopolitique derrière cette orientation, jouerait donc un rôle déterminant. Absolument. Je cède maintenant la parole à Chris Lapetina. Chris, nous observons l'émergence d'une nouvelle dynamique tripartite entre le Maroc, les États-Unis et la France, représentant également l'Union européenne. Cette alliance place l'Algérie dans une position délicate quant à son accès diplomatique dans la région du Maghreb. Alors, compte tenu de ces récentes déclarations de l'Algérie, pensez-vous que cette situation compromet ses intérêts et l'isole sur la scène régionale? Je pense que l'Algérie a en quelque sorte perdu l'argument autour de la question du Sahara. Nous assistons aujourd'hui à un moment où la communauté internationale porte un regard plus attentif sur cette question et semble reconnaître que la solution prônée par le Maroc est la réponse la plus appropriée.
La visite de Macron et les retombées qui en découleront sont une preuve supplémentaire. En ce qui concerne le retrait américain, comme l'a évoqué Ilan, il est manifeste que les États-Unis adoptent une position plus distante en matière de sécurité nationale dans la région du Sahel. Dans ce contexte, le rôle du Maroc reste central pour les intérêts américains. Marc, l'un des aspects fascinants de notre émission réside dans la qualité de nos invités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mike, un expert en sécurité nationale qui a sans doute une vision éclairée sur la situation au Sahel et des pistes de réflexion pour renforcer la position des États-Unis en matière de sécurité en Afrique du Nord. Interrogeons maintenant brièvement M. Van Meter. Fort de votre expérience au FBI et dans le domaine militaire, comment percevez-vous cette nouvelle dynamique entre ces trois acteurs internationaux et son impact sur la région? Il est primordial de souligner que ces 4 dernières années, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, où j'ai consacré une grande partie de mon temps, nous avons considérablement affaibli nos relations aux États-Unis. En réalité, notre préoccupation première demeure la protection et la sécurité des États-Unis, un aspect qui a été gravement négligé au cours de cette période. Lorsque le président Trump prendra ses fonctions, il sera impératif de restaurer nos capacités. Nous devrons renforcer notre sécurité aux frontières, revitaliser nos systèmes de renseignement, notamment le FBI, la CIA et la DEA, ainsi que notre armée. Il y a un vaste travail à accomplir. Parfait, je vous remercie Mike. Je vous propose maintenant de suivre le reportage suivant. Les relations entre le Maroc, la France et les États-Unis sont marquées par la reconnaissance du Maroc en tant que partenaire stratégique essentiel, consolidant ainsi les fondements du triangle formé par les dirigeants des 3 continents. La visite du président français Emmanuel Macron au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne à nouveau que les dialogues et les partenariats du Maroc avec l'Occident se caractérisent par la rationalité, l'harmonie et l'homogénéité. La stratégie du Maroc avec les États-Unis ne doit ni retarder ni concurrencer celle entretenue avec un ancien allié tel que la France. Elle doit plutôt dessiner des synergies et mettre en lumière ce qui favorise un processus bénéfique pour les 3 pays, tout en contrecarrant les positions imprudentes du voisin oriental qui se distingue par sa vengeance et son obstruction. La diplomatie marocaine, sous la direction d'un roi sage et visionnaire, émerge ainsi comme un modèle de sagesse et de clairvoyance. Dans le domaine des relations commerciales, le principe fondamental doit allier intérêt, respect des engagements et conformité avec la politique, ce qui a été souligné par l'affirmation du président français concernant la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire et sa volonté d'encourager les institutions commerciales françaises à opérer sur l'ensemble du royaume. Les 2 pays ont conclu des accords d'une valeur de 10 milliards d'euros en présence du président Macron et de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il est également prévu que la société française Alstom fournisse au Maroc 18 véhicules de rames de train, tandis que la société Ingea et l'Office national marocain des transports ont signé un accord sur les énergies renouvelables avec des investissements potentiels atteignant 3,5 milliards d'euros. Ces étapes et accords traduisent fidèlement la sincérité des amitiés, l'efficacité des partenariats et l'exemplarité de la coopération. Il est manifeste pour tous les amis du Maroc que le chemin vers le cœur du peuple marocain débute par la reconnaissance de sa souveraineté sur l'ensemble de ses terres. Le président français a été accueilli avec chaleur et générosité, témoignage des coutumes hospitalières du royaume. Ce geste n'est guère surprenant au regard de l'héritage culturel riche du Maroc et de l'authenticité des traditions de l'institution royale. Cet accueil illustre parfaitement la profondeur de la cohésion entre le trône et le peuple qui s'est mobilisé pour accueillir cet invité de taille. Je vous remercie pour ce reportage éclairant. Alors, le discours du représentant permanent de la France au Conseil de sécurité n'a laissé aucun doute quant au soutien de la France envers le Maroc.
Il a affirmé, je cite, « La récente décision de la France de soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara est conforme au droit international. Elle respecte les principes de souveraineté nationale et de sécurité régionale énoncés dans la Charte des Nations Unies. » Dans ce contexte, Ilan, pouvons-nous anticiper que ce dossier est sur le point d'être définitivement réglé? Il convient de ne jamais dire jamais, n'est-ce pas? En effet, il est caractéristique des Nations Unies et de la politique à Washington que les débats ne trouvent jamais véritablement de conclusion. Toutefois, il est raisonnable d'adopter une perspective optimiste, car nous observons un consensus international croissant en faveur de l'interprétation marocaine du statu quo. La déclaration du représentant permanent de la France en témoigne également. Par ailleurs, cela reflète la volonté de Paris de renouveler ses relations avec Rabat, en les élargissant et en les établissant sur des bases plus constructives. Cela constitue un développement positif, tant pour la France qui navigue dans les nouvelles dynamiques du continent que pour le Maroc. Vous avez tout à fait raison. Par ailleurs, Ilan, il existe une organisation nommée Horizon, un institut géopolitique qui réalise des analyses approfondies. Cet institut vient de publier un rapport affirmant l'ouverture prochaine d'un consulat américain à Dakhla. De plus, le département d'État américain a communiqué des informations à ce sujet. Le directeur du Bureau de la gestion du budget a précisé qu'aucun calendrier spécifique n'était établi pour la mise en place de ce consulat à Dakhla, soulignant que la planification était toujours en cours et que les considérations de sécurité ainsi que probablement des aspects budgétaires influenceraient cette décision. Il s'agit donc d'une avancée positive que l'établissement de ce nouveau consulat à Dakhla. Peut-on véritablement croire en la véracité de ce rapport? Écoutez, il est regrettable, mais également révélateur de constater la manière dont l'administration Biden a traité la question du Sahara. Dans un premier temps, celle-ci a pris le temps d'examiner la décision de l'administration Trump reconnaissant la souveraineté marocaine pleine et entière sur le Sahara pour finalement confirmer cette reconnaissance. Cependant, à l'approche de la fin du mandat de l'administration Biden, indépendamment de l'issue des prochaines élections, il semble que l'administration ne souhaite pas prendre de décisions audacieuses sur ce dossier. Néanmoins, en cas de réélection de Donald Trump, il est fort probable que de nouvelles initiatives significatives soient déployées pour renforcer l'engagement des États-Unis en faveur de la souveraineté marocaine. Il me semble que l'administration actuelle manque de la volonté politique nécessaire pour approfondir cet engagement. Quant à l'avenir de la politique africaine sous une éventuelle administration Harris, il reste incertain. Celle-ci pourrait prolonger la politique de Biden ou bien investir plus intensément et de manière plus qualitative dans la région. Toutefois, d'après les signaux observés, un second mandat de Trump va entraîner très probablement un renforcement des accords d'Abraham. Merci, Ilan Berman. Une dernière question pour Mike Van Meter. Dans quelques jours, votre nom apparaîtra sur les bulletins de vote. Et si vous êtes élu, ces enjeux figureront parmi les priorités à l'ordre du jour du Congrès. Comment, selon vous, le Congrès pourrait-il œuvrer pour renforcer la sécurité dans cette région? Pourriez-vous nous parler des défis liés à la lutte contre le terrorisme, à la promotion de la diplomatie, du commerce et de toutes ces questions essentielles dans une région si stratégique? Merci pour cette question. Pour clarifier aux téléspectateurs, il ne s'agit pas de ma candidature qui sera soumise au suffrage dans les jours à venir. Le processus de vote est déjà en cours, un moment qui marquera un tournant pour l'action du Congrès. Nous aurons probablement une Chambre et un Sénat républicain, et c'est ce que je souhaite, car comme l'a souligné Ilan, l'administration actuelle, celle de Joe Biden, semble s'être laissée distraire.
Il est impératif de revitaliser nos liens avec cette région, notamment en raison des défis liés au terrorisme et aux enjeux économiques qui sont pressants. Donald Trump, de son côté, est déterminé à redynamiser ses alliances, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour renforcer notre sécurité nationale, car la situation actuelle est sans exagération extrêmement préoccupante. Chris, Mike Van Meter affirme que le Parti démocrate a d'une certaine manière été en retrait sans entreprendre tout ce qui pourrait être fait dans cette région. Est-ce exact? Pensez-vous qu'en cas d'élection de Kamala Harris, elle pourrait relancer cette initiative d'ouverture du consulat d'une manière ou d'une autre? Tout d'abord, l'une des grandes qualités de cette émission réside dans notre capacité à mettre la politique de côté, pour nous concentrer sur la vérité sans langue de bois. La réalité, c'est que oui, j'ai souvent affirmé ici que Biden a pris du retard, notamment en ce qui concerne l'Afrique. Ce que nous observons aujourd'hui en est un nouvel exemple. Quant à Harris, il est difficile de se prononcer car il n'a pas clairement défini de politique. Malheureusement, la politique étrangère est trop peu abordée dans nos campagnes. Il arrive que nous devions attendre l'élection pour découvrir l'orientation de chacun. En tant qu'Américain et patriote, je suis très heureux d'entendre la position de Mike, car il rejoint mes propres convictions. Parfait, je vous remercie, Ilan Berman, d'être parmi nous. Dans la seconde partie de cet épisode, nous aborderons la course à la présidence des États-Unis ainsi que les élections au Congrès et nous examinerons leur rôle crucial dans l'orientation politique et l'équilibre des pouvoirs au sein de la nation. Nous revenons après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. À l'approche de la présidentielle américaine, il convient de rappeler que l'élection du président ne constitue qu'une partie du tableau. En effet, l'accession à la présidence, sans le soutien d'une majorité même restreinte dans l'une des chambres du Congrès, peut entraver la mise en œuvre d'un programme politique conduisant souvent à une présidence au pouvoir limité. La scène politique américaine est ainsi devenue une véritable arène opposant un président dépourvu du soutien des représentants du peuple américain. Dans cette partie de l'émission, nous recevons encore Mike Van Meter, candidat républicain qui se présente une nouvelle fois à la Chambre des représentants pour le 11e district de Virginie, un district comptant une importante population d'origine arabe, musulmane et marocaine. D'après les sondages récents, y compris des enquêtes publiées mardi, la course de 2024 pourrait déboucher sur un scénario inédit dans l'histoire des États-Unis. En effet, la Chambre des représentants pourrait passer sous contrôle démocrate, tandis que le Sénat basculerait sous contrôle républicain. Si cela devait se produire, ce serait la première fois en plus de 230 ans d'élections législatives que les deux chambres du Congrès changeraient de majorité partisane dans des directions opposées. Harry Hinton, journaliste politique senior et présentateur à CNN, a récemment écrit un article sur cette question que je vous propose de suivre. Harry Hinton, journaliste politique senior et présentateur en CNN, vient d'écrire un article intitulé « La Chambre des représentants et le Sénat pourraient marquer l'histoire lors de ces élections américaines ». Dans son introduction, l'auteur explique que les récents sondages d'opinion, y compris ceux publiés mardi dernier, indiquent que les élections de 2024 pourraient aboutir à un événement sans précédent dans l'histoire politique moderne des États-Unis. En effet, il est possible que la Chambre des représentants bascule sous contrôle démocrate, tandis que le Sénat passe sous contrôle républicain. Si cela se réalise, ce serait la première fois en 230 ans que les deux chambres du Congrès changeraient simultanément de majorité partisane, mais dans des directions opposées.
Arianten poursuit en expliquant la possibilité de ce renversement historique résulte en grande partie des configurations électorales distinctes entre la Chambre des représentants et le Sénat. En effet, tandis que tous les sièges de la Chambre des représentants sont renouvelables, les démocrates n'ont besoin que de 4 sièges pour reprendre la majorité, objectif atteignable dans des États comme New York. En revanche, la bataille pour le contrôle du Sénat suit une dynamique différente. Environ un tiers des 100 sièges sont renouvelables et cette année, plusieurs sièges détenus par des démocrates se trouvent dans des États à tendance républicaine. Pour obtenir la majorité au Sénat, les républicains auront besoin d'un siège supplémentaire si le prochain vice-président est républicain ou de 2 sièges s'il est démocrate. L'article se conclut en notant qu'il est tout à fait envisageable que le Congrès écrive une nouvelle page d'histoire, satisfaisant et frustrant à la fois les deux camps politiques. Abordons à présent votre candidature et les objectifs que vous poursuivez, ainsi qu'une évaluation de votre campagne pour 2024. Vous êtes en lice contre un démocrate en poste depuis 16 ans, dans une circonscription qui, par le passé, a été représentée par des républicains modérés tels que M. Frank Wolf, qui s'est distingué par son engagement sur les questions internationales. Alors en quoi votre campagne se distingue-t-elle de celle de vos adversaires dans ce contexte ? C'est une question de dynamisme. Pour Donald Trump et son retour potentiel à la Maison-Blanche, c'est une dynamique formidable. Si je mentionne ma propre candidature, c'est parce qu'elle a un effet d'entraînement considérable. Il est en effet peu probable que quelqu'un se rende aux urnes pour voter en faveur de Donald Trump, puis pour mon adversaire. Et bien que ma circonscription soit traditionnellement marquée par un fort soutien démocrate, comme vous l'avez souligné, elle comprend une importante population musulmane, indienne, asiatique et bien d'autres minorités. Beaucoup d'entre eux sont des entrepreneurs qui sont lassés d'être pris de haut et de voir leur famille divisée. En tant que chef d'entreprise, ils sont préoccupés par la situation économique. J'aimerais pouvoir aborder davantage les questions internationales comme nous l'avons fait dans le segment précédent, mais dans cette élection spécifique, elles sont rarement évoquées. Ici, les priorités sont les questions économiques et la sécurité nationale. Lorsque vous abordez ces questions majeures, notamment sur le plan international, et que vous vous adressez aux électeurs potentiels, quels sont leurs retours et de quelle manière répondez-vous à leurs préoccupations ? Ce qui les préoccupe avant tout, c'est la question de notre frontière sud et plus généralement celle de nos frontières en tant qu'enjeu majeur. Ils s'inquiètent de la présence de membres de gangs, d'agents de renseignement étrangers, ainsi que de la prolifération du fentanyl, une substance responsable de plus de 110 000 décès annuellement aux États-Unis. À titre de comparaison, le conflit au Vietnam sur une décennie n'a causé que 58 000 pertes américaines. Les citoyens sont alarmés par cette crise, par la traite des êtres humains qui se développe et par les menaces terroristes croissantes. Ce sont des préoccupations universelles touchant des personnes de tout horizon. Le devoir primordial de ce gouvernement, comme de tout gouvernement, est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Or, nous échouons actuellement dans cette mission et l'administration en place en porte la responsabilité. Nous allons maintenant donner la parole à un représentant démocrate, M. Chris LaPetina. Alors Chris, pouvez-vous analyser la situation actuelle ? À ce jour, les démocrates contrôlent le Sénat, tandis que les républicains détiennent la majorité à la Chambre des représentants où Mike espère siéger. Les majorités dans les deux chambres ne tiennent qu'à 2 ou 3 voix près, rendant la situation particulièrement tendue jusqu'au bout. Alors, que signifie cet équilibre précaire des pouvoirs pour l'avenir, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme politique réel ? Bon, tout d'abord, Marc, il est essentiel de rappeler à nos téléspectateurs le fonctionnement de notre régime. La raison pour laquelle un parti pourrait remporter l'une des chambres et perdre l'autre tient au fait qu'au Sénat, la chambre haute, tous les sièges ne sont pas renouvelés simultanément. Cela permet ainsi au parti qui obtient de meilleurs résultats lors d'une élection de reconnaître une année favorable.
même sans remporter la majorité à la Chambre basse. C'est un mécanisme intéressant inscrit dans notre système qui contribue à maintenir un certain équilibre, sans que l'ensemble des gouvernements ne se retrouve entièrement polarisé. Mike Van Meter, en tant que candidat au Congrès des États-Unis, vous avez un rôle essentiel dans la formulation de la politique étrangère. Votre expérience au sein des forces armées et des services de maintien de l'ordre pourrait s'avérer particulièrement précieuse. J'espère que vous aspirerez à siéger au sein des commissions des affaires étrangères, du renseignement ou des forces armées, car de nombreuses questions cruciales exigent une attention immédiate, notamment l'aide militaire à l'Ukraine, les relations avec Israël et la guerre actuelle à Gaza, ainsi que les alliances en Afrique du Nord, les défis majeurs liés à Taïwan et à la Chine. Alors, quelles priorités envisagez-vous de mettre en avant concernant tous ces enjeux complexes dès ce mois de janvier ? Il existe un certain nombre de candidats, y compris moi-même, qui s'intéressent aux enjeux en Virginie. Parmi eux, plusieurs sont des vétérans militaires possédant une compréhension approfondie des questions de sécurité nationale et de la préparation de notre armée. Je souhaite souligner l'importance de cette préparation, car, comme vous l'avez mentionné, nous parlons fréquemment de la situation à Gaza et en Ukraine, mais nous avons tendance à négliger la menace que représente la Chine. Il est impératif que nous accordions une attention particulière à cette question. En ce qui concerne les priorités en matière de menaces, je me tourne résolument vers la Chine qui a infiltré divers aspects de notre société. Nous faisons face à une présence d'espions chinois sur notre territoire, tandis que la Chine acquiert des biens immobiliers à travers les États-Unis. Le gouverneur Glenn Youngkin, ici en Virginie, prend des mesures pour contrecarrer cela en achetant des propriétés à proximité des bases militaires américaines. Nous devons aborder cet aspect avec sérieux. Il est donc crucial que nous priorisions cette problématique tout en examinant chaque région pour identifier la plus grande menace à la sécurité nationale des États-Unis. Chris LaPetina, abordons ce point. Mike se présente à la Chambre des représentants. Alors parlons maintenant du Sénat des États-Unis. Actuellement, le Sénat est dirigé par une très mince majorité démocrate avec le sénateur Chuck Schumer de New York en tant que chef de file. Nous pourrions avoir un nouveau chef républicain de la majorité selon les résultats à venir. Cependant, ce qui pourrait faire défaut au Sénat, c'est une coopération véritablement partisane et parfois même non partisane. En effet, le départ du sénateur centriste de Virginie-Occidentale, un démocrate, ainsi que la possible succession de la sénatrice modérée de l'Arizona, Kristen Sinema, par un démocrate plus partisan, soulève des inquiétudes. Alors, craignez-vous que le peu de bipartisme qui subsiste, essentiel pour résoudre les questions nationales et internationales, ne soit davantage affaibli par cette configuration ? Non seulement cela m'inquiète, mais je pense que tous les Américains devraient s'en préoccuper. Nous sommes actuellement dans une situation où les décisions sont prises en fonction des intérêts partisans plutôt que de l'intérêt général du pays. Et cela s'est accentué au fil des années. C'est une évolution très regrettable. En écoutant Mike, je me dis que bien que nous appartenions à des partis différents, il incarne le type de personne dont nous avons besoin au Congrès, quelqu'un qui a un parcours solide, qui n'est pas un politicien de carrière, mais qui est prêt à agir pour le bien de la nation, mettant son devoir patriotique au-dessus des intérêts partisans. C'est de cela dont nous avons cruellement besoin. Et vous avez raison de souligner que le Sénat est de plus en plus polarisé. Mike Van Meter, de nombreuses opérations militaires nécessitent un financement continu alors que la dette des États-Unis atteint désormais 35 000 milliards de dollars. L'armée mène également un vaste projet en Afrique, l'exercice African Lion, qui vise à renforcer les alliances stratégiques entre notre pays et le continent africain. Alors, dans quelle mesure le budget actuel menace-t-il, selon vous, la pérennité de certaines mesures de sécurité essentielles à long terme ? Donald Trump revitalized our military when he was in office. He had 4 years. Donald Trump a redynamisé notre armée durant son mandat, mais 4 années supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre ce travail. De plus, comme vous le savez, Elon Musk a été invité à contribuer à cet effort. Avec le retour de Donald Trump, nous allons revoir l'efficacité gouvernementale. Comme l'a souligné Chris, je suis un fonctionnaire de carrière. J'ai servi dans l'armée, au FBI et à divers postes sous contrat. J'ai pu constater de près le gaspillage dans les administrations américaines.
Il est crucial que des personnes ayant mon parcours soient impliquées dans la gestion publique, car nous savons qu'une grande partie des fonds collectés pourrait être mieux utilisés. Il ne s'agit pas de lever toujours plus d'impôts, mais d'améliorer l'efficience. Le gouvernement, comme je l'ai constaté personnellement, est extrêmement gaspilleur. Notre priorité doit être d'affecter judicieusement l'argent public en veillant à ce qu'il serve réellement les projets essentiels que nous avons déjà mis en place. Actuellement, ce manque d'efficacité est alarmant. Mike Van Meter, depuis votre départ du service public, vous vous êtes consacré à l'accompagnement des personnes aux prises avec la dépendance à l'alcool et aux drogues et vous avez qualifié cette situation d'épidémie. En effet, plus de 110 000 personnes succombent chaque année à des overdoses de fentanyl aux États-Unis. Alors, quels axes spécifiques entendez-vous mettre en avant dans la lutte pour améliorer les soins de santé et les services de santé mentale à l'échelle nationale? Je suis très enthousiaste quant à l'arrivée de cette administration, car Donald Trump, qui a personnellement été touché par l'alcoolisme de son frère, accorde une attention particulière à ces questions. En effet, Donald Trump ne consomme pas d'alcool et J.D. Vance, également bien connu pour son parcours, vient lui aussi d'un environnement marqué par ce problème. Avec mon propre bagage dans ce domaine, j'apporterai une vision éclairée par l'expérience dans la lutte contre la dépendance et le soutien au rétablissement. Ce que j'observe dans ce secteur, c'est une pénurie dramatique de personnel qualifié. Nous pouvons construire autant de centres de traitement que nous le souhaitons, mais sans personnel pour les faire fonctionner, ils demeurent inefficaces. Je ferai donc campagne et encouragerai le gouvernement de toutes les manières possibles à inciter et soutenir l'orientation des jeunes vers les métiers de la lutte contre la toxicomanie et de la santé mentale. Depuis les confinements liés au Covid, nous avons observé une augmentation alarmante des taux de suicide et de toxicomanie. Rien que le fentanyl, sans parler des autres substances et de l'alcool, est aujourd'hui la première cause de décès pour les personnes âgées de 18 à 49 ans, ce qui inclut aussi les âges des personnels militaires. Nous devons instaurer un programme ambitieux pour former nos citoyens dans ces métiers. Cela favoriserait non seulement l'économie et l'emploi, mais il s'agit également d'un enjeu essentiel pour l'avenir de notre pays. Mike Van Meter, j'aimerais que vous vous adressiez directement à notre audience. De nombreux téléspectateurs au Maroc ont de la famille aux États-Unis et nous comptons également un large public de Maroco-Américains qui suivent cette émission. Alors, que souhaiteriez-vous leur dire concernant vos actions et engagements si vous êtes élu à la Chambre des représentants? Si je suis élu au Congrès, ma priorité sera de traiter la question de la toxicomanie, un problème extrêmement préoccupant qui frappe durement notre pays. Les ravages de la toxicomanie se sont intensifiés, surtout après les 2 années de crise liées au Covid. Et nous constatons que les enjeux de santé mentale et de dépendance sont devenus primordiaux. Je compte m'y attaquer avec détermination. Par ailleurs, je mettrai un accent particulier sur le renforcement de la sécurité à notre frontière. Mon objectif sera d'appuyer le président dans les mesures visant à mieux contrôler la frontière des États-Unis, car le fentanyl et d'autres substances dangereuses y transitent, menaçant la sécurité de notre nation. La lutte contre l'infiltration de drogue, de gangs et d'individus violents par cette voie doit être priorisée, car au-delà de notre propre sécurité, la stabilité économique et la prospérité de l'Amérique ont un impact direct sur le reste du monde. Les décisions en matière d'énergie que prendra le prochain président auront des répercussions sur l'Afrique du Nord-Ouest. Alors selon vous, quelles orientations une administration Trump ou Harris devrait-elle adopter en matière de production énergétique? Donald Trump a depuis le début exprimé avec une grande clarté son intention de relancer l'exploitation pétrolière. Pourquoi? Parce qu'il s'agit avant tout d'une question de sécurité nationale. Tout est intrinsèquement lié, particulièrement en ce qui concerne l'économie américaine qui est actuellement dans une situation difficile. Et bien entendu, cette dynamique impacte le reste du monde. Là où se dirigent les États-Unis, le reste suit. Chaque secteur est touché par le prix du carburant, que ce soit l'alimentation ou les transports. En abaissant le coût de l'énergie, l'économie des États-Unis pourra se redresser, entraînant des effets positifs à l'échelle mondiale. Eh bien, c'était le dernier épisode de l'émission avant la fermeture des bureaux de vote. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cet épisode ainsi que l'ensemble de nos émissions consacrées à l'élection de 2024. Nous espérons que vous y avez trouvé un contenu enrichissant et peut-être également appris 1 ou 2 éléments sur les États-Unis, sur le processus électoral et sur l'avenir de notre nation. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux de Média TV. Je remercie également Ilan Berman, Mike Van Meter, Chris Lapetina
notre chroniqueur, ainsi que Jihan Mansour, notre correspondante, et Mohamed Saïd Al-Wafi, notre directeur et producteur. Je vous salue chaleureusement et vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington.